Bonjour, je m'appelle Véronique et j'ai 88 ans. Tu es de ma famille, de mon... Alors je suis née effectivement en 1935 et à ma naissance, ma maman est morte des conséquences de ma naissance. J'avais déjà une sœur et un frère aîné. Et dans le bouleversement de tout ça et la guerre qui est arrivée assez vite, mon père nous a envoyés en Bretagne chez ma grand-mère paternelle, où j'ai passé 7 ans absolument merveilleux, dans la nature avec une grand-mère qui m'adorait et des frères et sœurs très attentifs à moi. Et puis en 1942, mon père s'étant remarié, je suis remontée à Paris. Et là, ça a été le premier choc de ma vie. Je quittais un univers feutré et plein de tendresse et que je me suis retrouvée en face d'une belle-mère qui avait d'énormes qualités, sauf celle d'être tendre, et qui était entourée de 2 filles. Elle était divorcée, elle avait eu 2 filles, une qui avait 1 an de plus que moi et une qui avait 1 an de moins. Et le même jour, on m'a présenté ma belle-mère et 2 nouvelles sœurs. Et puis, la vie s'est embarquée comme ça dans une famille où la tendresse n'a pas beaucoup existé et la communication non plus. Elles étaient elles-mêmes très compliquées, très marquées par leur divorce, l'une très attachée à son père qu'elle voyait peu, et l'autre... Bon, j'ai tout de même gardé des liens avec elles, toujours maintenant, elles vivent toujours, mais j'allais dire plus des liens de devoir que des liens véritables. J'ai été mise dans une école privée catholique où j'ai été très heureuse. Je suis rentrée en CP et sortie en terminale, mon bac en poche. Bon. Et là, rien à redire, je me suis faite des amis, mais c'était comme toujours à cette époque-là, une école que de filles. Donc je n'avais que des amies filles. Dans ma famille, mon père et ma belle-mère ont eu 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Malheureusement, une des filles a eu un accident à 14 ans, ce qui a été un autre grande tristesse parce que j'aimais beaucoup cette petite demi-sœur. Ma sœur aînée, qui avait été un grand pilier pour moi, s'est mariée l'année de ma terminale. Et après ma terminale, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un équilibre parce que je n'avais plus le cadre de l'école. Je suis partie en Sorbonne faire des études de lettres avec l'idée d'être enseignante. Ma sœur aînée est partie habiter Genève. Cette petite sœur était morte. Ma grand-mère, qui était aussi mon pilier, est morte aussi l'année de ma terminale. Très vite, je suis devenue, on dirait à l'heure actuelle, anorexique. À cette époque-là, on n'employait pas tous ces termes-là. On n'envoyait pas les filles chez les psychologues. Et c'est mon père qui, de loin, au milieu de son travail, s'est rendu compte que je perdais pied. Et il m'a envoyée avec ma meilleure amie en Angleterre en me disant « Je me fiche complètement que tu apprennes l'anglais. La seule chose que je veux, c'est que tu rentres en ayant grossi d'1 kilo. » Effectivement, je ne pesais à cette époque-là que 35 kilos, ce qui n'était pas beaucoup. Et en Angleterre, j'ai découvert la liberté, en fait. J'ai regrossi d'1 kilo, je suis rentrée en France, j'ai abandonné mes études de latin et de grec qui étaient trop ardues probablement pour moi. J'ai passé un certificat et je suis devenue enseignante dans le primaire. Et comme j'avais au fond de moi un manque terrible de la Bretagne où j'avais été élevée, je suis partie en camp de voile. J'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Alors j'avais 19 ans, lui avait le même âge. Moi, je n'étais pas véritablement amoureuse. Et c'est lui qui, au bout de 4-5 ans de relations amicales très naturelles, m'a demandé en mariage, totalement une oie blanche, comme l'étaient souvent les jeunes filles à mon époque. Il était sympathique, il était fin, intelligent, et j'ai dit oui, sans très bien réaliser ce que je faisais. Alors nous nous sommes mariés, nous avons eu assez vite 3 enfants. Les naissances n'étaient pas simples, parce que mon mari, que je cernais encore mal, mais que je pressentais
pas très équilibrée, nettement n'avait pas une passion pour les femmes enceintes. Donc à chaque fois que je tombais enceinte, ce qu'on tombait facilement, parce que la contraception n'existait pas, me disait « je veux pas te voir avec un gros ventre, tu camoufles tout ça le mieux que tu peux ». Et à la naissance de ma première fille, quand j'ai dû partir à l'hôpital pour accoucher, il a téléphoné à sa mère en disant « viens chercher ma femme, elle a perdu les os, je ne veux pas m'occuper de tout ça, ça me dépasse, emmène-la ». Et il n'est venu voir sa fille aînée que 3 jours après la naissance. Et je peux vous dire que pour une jeune mère, c'est un moment assez dur qui m'a fait réfléchir, en me demandant mais pourquoi ? Parce qu'après il était un bon père, mais pourquoi est-ce que les naissances, pourquoi est-ce qu'une femme enceinte représentait pour lui quelque chose d'aussi, je trouve que le mot dramatique c'est peut-être un peu fort, mais d'aussi perturbant en tout cas. Et puis la vie a continué, nos rapports se sont un peu compliqués, distendus. Je le trouvais très distant, souvent absent le soir, prétextant des dîners d'affaires. Moi, je continuais à être assez naïve. Tout ça me faisait souffrir sans que je comprenne. Et puis au bout de 6 ans, nous avons eu un 4e enfant qui était encore une fille, une 3e fille. Je n'avais eu qu'un garçon. Tout a été très vite et j'ai fini par comprendre l'homosexualité de mon mari, qui expliquait, car je pense qu'un homosexuel est mal à l'aise en face de l'hyperféminité que représente une femme enceinte, qui expliquait toutes ses attitudes. Et lui, j'avais 38 ans quand ma dernière fille est née, lui en avait 38 aussi. Je pense qu'il y a eu à ce moment-là une sorte de décompensation de ce qu'il était en profondeur, c'est-à-dire un homosexuel. Et sa vie est partie à volo. Il a commencé à vivre son homosexualité un petit peu dans l'excès. Il a aussi commencé à acheter l'argent par les fenêtres. Toujours est-il que s'est établi entre nous des rapports de plus en plus distants, jusqu'au jour où j'ai voulu lui parler de ce que j'avais compris, et lui a fermé la porte du dialogue, complètement. Je pense que c'était au-dessus de ses forces. Et nous avons continué une vie parallèle, cas un cas. Moi, n'ayant pas eu de mère, j'avais toujours dit, mon rôle premier, c'est d'être la meilleure mère possible. Donc, je me suis centrée sur ma vie familiale et la vie de mes enfants, jusqu'au jour où mon mari est tombé malade, très malade, parce qu'il avait attrapé le sida. J'ai voulu reparler, là je l'ai fait par lettre parce que c'était peut-être plus facile. Il a accusé réception de ma lettre, je me souviens, il était à l'hôpital, et il m'a dit je t'en reparlerai un jour, mais le jour n'est jamais venu, il est parti avant. Et je me suis retrouvée, j'avais 59 ans, je n'étais pas tellement jeune, veuve, avec 4 enfants, mais heureusement une vraie famille. Et si je vous fais ce témoignage, ce n'est pas tellement pour me plaindre, c'est même pas du tout pour me plaindre. C'est d'abord parce que j'ai senti l'énorme souffrance de mon mari, qui à un moment donné n'a plus été capable de dominer cette souffrance et qui s'est en fait laissé aller, j'allais dire pour que ces souffrances cessent. C'est presque comme ça que je l'ai vécu. Et puis j'ai vu après, parce que nous sommes restés, mes enfants et moi, avec des difficultés financières, et puis avec, malgré tout, la disparition de cet homme que nous admirions tous, qui était pour mes enfants leur père et pour moi mon mari, que je voudrais dire à tous les jeunes qui sont homosexuels qu'il faut absolument qu'ils aient le courage de faire leur coming out vis-à-vis de leurs parents. Mon mari a été bloqué par un père terriblement autoritaire qui n'aurait jamais admis son homosexualité. Résultat, il a bâti sa vie comme il pouvait et comme nous pouvions en couple. Et mes enfants ont eu des passages à la fois de colère et de tristesse
en face de leur père. Maintenant, tout va bien, nous formons une famille unie. Mes 4 enfants se sont tous mariés et j'ai 11 petits-enfants qui, petit à petit, quand ils grandissent, je les mets moi-même au courant de ce qu'était leur grand-père, que pour la majorité, ils n'ont pas connu.